Au niveau de la situation sécuritaire, globalement, nous pouvons retenir que le mois de septembre a été un mois très mouvementé avec la recrudescence des attaques sur des positions FAMA, mais aussi contre des populations civiles. Des attaques terroristes indiscriminées, barbares, lâches, contre des populations civiles sans armes, ni défense, ni co-belligérants, encore moins belligérants. Pourquoi aller s'attaquer à des civils qui ne cherchent qu'à vivre paisiblement dans un pays bien sûr qui est en crise, mais je pense que ces dernières actions des groupes terroristes sont de nature à semer la panique, à semer la zizanie, à semer le trouble dans le cœur, dans l'esprit des populations maliennes. En témoigne l'attaque du bateau Tombouctou le 7 septembre 2023, exclusivement dédié au transport des populations. Pourquoi aller s'attaquer à un bateau de transport civil qui ne constituait point un objectif militaire? Un bateau de transport civil n'est pas un objectif militaire, mais pourtant les groupes armés terroristes l'ont fait. C'est vrai que ça crée l'émoi au sein de la population, c'est vrai que ça crée l'incompréhension au sein de la population, mais faudrait-il qu'on réfléchisse un peu pour comprendre l'aboutissement, quel est l'objectif recherché par ces groupes par rapport à ces différentes attaques sur les populations civiles. En témoignent également les tirs d'obus sur la ville de Tombouctou. Et il ne se passe pas une semaine sans que ces groupes armés ne tirent des obus sur la ville de Tombouctou, parfois sans dégâts, mais ces derniers temps, il y a eu, surtout avec les tirs du 21 septembre, des dégâts enregistrés au niveau de la ville avec 5 morts, des blessés et quelques dégâts matériels. De nos jours, il faut comprendre que la communication est une nécessité. C'est pourquoi la DIRPA, avec cet exercice, se donne le devoir d'éclairer l'opinion nationale sur toutes les activités de nos forces afin que cette opinion nous comprenne, mais aussi afin que cette opinion nous soutienne et adhère à notre cause. Et ça, c'est très important. Donc, la conférence de presse de ce matin se déroulera en 3 étapes. D'abord, je vous présenterai la situation sur le terrain. Après, comme d'habitude, il y aura quelques activités conduites par le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées. Et finalement, nous irons vers les questions-réponses. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les médias constituent vraiment notre partenaire privilégié. Et il faudrait qu'on se donne la main pour pouvoir vraiment faire en sorte que le peuple malien puisse avoir la bonne information, que le peuple malien puisse avoir l'esprit tranquille, bien que la situation soit réellement critique, mais elle n'est pas alarmante. Vous savez que le Mali se trouve face à des enjeux géopolitiques de nos jours. Il y a tout d'abord le départ de l'aménagement. Comme le disent certains, on a chassé l'aménagement. Loin s'en faut, on n'a pas chassé l'aménagement, mais en faisant alors la somme de tout ce que l'aménagement a eu à faire ici au Mali, pratiquement pendant 10 ans, si la crise n'a pas atteint un certain sommet en termes de recrudescence de la violence, en termes d'attaque contre les populations civiles, alors
on s'est rendu compte que l'objectif ou bien les objectifs pour lesquels la MINUSMA a été sollicité au Mali n'ont pas été atteints. Donc, si tel est le cas, quelle est la conduite à tenir? Et il faut se dire que le contexte dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui, personne ne viendra gérer cette crise-là à notre place. Et c'est pourquoi les autorités ont compris qu'il faut que nous, personnellement, nous prenions notre destin en main et que nous faisons en sorte que cette crise, qu'elle soit une crise, que les Maliens soient à mesure de l'endiguer, que nos forces soient à mesure de se battre pour mettre fin à cette nébuleuse terroriste dans notre pays. C'est vrai que ce n'est pas facile, surtout quand on est face à une guerre asymétrique. L'asymétrie dans la guerre, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas qui est qui. Et je ne cesse de le dire, que même dans cette salle, là où nous nous trouvons, nous avons des terroristes parmi nous. C'est possible, je vous dis. Être terroriste, ce n'est pas celui qui va prendre l'arme et se battre, mais celui-là qui fait l'épilogue du terrorisme, celui-là qui ne fait que partager des informations en défaveur de son armée, en défaveur de sa nation, en défaveur de son État, et qui ne fait que partager les acquis du terrorisme. Est-il un terroriste ou pas? C'est cela aussi qu'il faut combattre aujourd'hui dans notre pays. Et à chaque fois qu'il y a une caserne qui est attaquée, à chaque fois que les terroristes qui sont actuellement en train de prendre une autre tournure dans leur communication, nous sommes là à les appuyer dans cette communication. Et je pense qu'il y a lieu qu'on revoie nos copies, il y a lieu qu'on revoie les choses et faire en sorte que cette communication que ces terroristes sont en train de mener actuellement, et certainement avec l'appui des spécialistes, que nous prenions garde et que nous faisons en sorte que nous ne soyons pas les vecteurs qui vont servir de relais pour cette communication terroriste. Effectivement, nous sommes face à une guerre communicationnelle. Nous sommes face à une guerre informationnelle et il faut qu'aujourd'hui, qu'on prenne du recul par rapport à certains comportements. Et comme je l'ai toujours dit, tout n'est pas à partager, tout n'est pas à diffuser, tout n'est pas à faire savoir aux populations. Donc, s'agissant des opérations passées sur le terrain, donc il y a d'abord le 7 septembre avec l'attaque du bateau Tombouctou. C'est vrai que d'aucuns vont le dire, le bateau a été attaqué. Effectivement, le bateau était sécurisé et il y avait des militaires à bord pour la sécurisation du bateau. C'est vrai que quand ces militaires vont essuyer des coups, ils vont répondre. Donc, c'est dans les échanges que voyant qu'ils ne pouvaient pas tenir tête, donc ils ont envoyé des obus dans le bateau et c'est ce qui a fait que le bateau a pris feu. Mais aussi dans les échanges, vous savez, les passagers ont été pris de panique. Il y a beaucoup aussi qui se sont jetés à l'eau. Donc nous prions pour le repos de l'âme des disparus. Mais je dis une fois de plus, l'acte sur le bateau n'est que vraiment les dernières épreuves, n'est que vraiment une volonté délibérée de ces terroristes de semer la zizanie dans l'esprit de la population malienne et montrer que vraiment les populations, l'armée malienne n'est pas en mesure d'assurer
la sécurisation des personnes et des biens. Donc l'attaque de Tombouctou, vous le savez déjà, c'était depuis le 7 octobre, a fait un bilan de 64 morts, dont 49 civils et 15 militaires. Donc le bateau a été complètement détruit. Le 8 septembre, il y a eu l'attaque kamikaze du camp de l'emprise de Gao. Il s'agit du camp Furen Ag et Lansa, dans la zone aéroportière. Et il faut prier Dieu. Si on arrive à comprendre comment cette attaque s'est déroulée, alors les dégâts allaient être pires que cela. D'abord, il y a un premier véhicule kamikaze qui est venu, c'était aux environs de 7 heures, alors pour demander à la sentinelle qui devrait partir à l'armée de l'air pour réparer un groupe électrogène. Donc la sentinelle lui a dit d'attendre. Il a appelé à l'armée de l'air pour dire que, pour s'assurer que effectivement il y a quelqu'un qui est là et qui a été sollicité par l'armée de l'air pour réparer le groupe électrogène. Alors l'armée de l'air a réfuté cela en disant qu'aucun groupe au niveau de l'armée de l'air n'était en panne et que la personne qui était à la porte, le véhicule qui était à la porte n'était pas le bienvenu. C'est en ce moment qu'il s'est fait exploser à la porte. Et vraiment, c'est l'occasion pour rendre de vibrants hommages à ce soldat qui a fait que les dégâts ont été vraiment minimisés. Pourquoi? D'abord, il a appliqué à la lettre les consignes en appelant d'abord à l'armée de l'air. L'armée de l'air qui ne reconnaissait pas ce service qui devrait être effectué en son sein, et tout de suite un premier véhicule s'est fait exploser à la porte. C'est pourquoi vous voyez ici, pour ceux qui connaissent Gao, le camp de Gao, ça c'est l'entrée principale comme ça, qui a volé en éclats. Et ça c'est un peu quelque part le deuxième véhicule qui est rentré et directement a foncé sur l'unité qu'on appelle la QRF, c'est-à-dire l'unité d'intervention rapide qui était basée tout juste à gauche de l'entrée. Donc il y a un deuxième véhicule kamikaze qui s'est fait exploser à ce niveau et il y a un troisième qui cherchait plutôt l'armée de l'air. Donc ayant essuyé des tirs à l'intérieur, il s'est fait exploser alors dans la cour un peu vers la place d'armes du camp. Donc vraiment c'est un travail de responsable que la sentinelle à l'instant T a effectué pour que nous puissions éviter aujourd'hui le dégât, l'attaque kamikaze qui avait été préparée contre l'armée de l'air. Parce que c'est l'armée de l'air qui fait en sorte que alors ces gens-là ne dorment plus. Et 24 heures sur 24, si ce n'est les drones, c'est les avions de surveillance qui volent pour voir ce qui se passe sur le sol. Effectivement, les dégâts allaient être encore plus graves si ce sol-là, paix à son âme, n'avait été plus lucide, n'avait été strict sur les consignes données au niveau de la porte. Donc, le 3 septembre également, il y a eu l'attaque contre la force antiterroriste de la police à Djalakoroba, donc qui a fait un mort parmi les policiers et 2 morts parmi les groupes terroristes. Le 9 septembre, il y a l'incident aérien qui s'est produit au nord de Gao impliquant un aéronef de l'armée de l'air. Au fait, on a vu sur les réseaux sociaux que l'ennemi a abattu un avion. Nous sommes en période hivernale. Donc, régulièrement, la météo n'est pas favorable pour des vols d'avion. Mais l'urgence était tellement là parce que
il y avait des informations, comme vous le dites toujours, il y a des informations qui passent, mais l'armée ne réagit pas. On réagit. C'est suite à des informations faisant état de la présence de colonnes de véhicules dans une zone que malgré le mauvais temps, l'avion a été mis en vol. Et c'est au retour, il y avait vraiment une tornade. L'avion ne pouvait même pas voir la piste d'atterrissage. Et avec son autonomie, l'avion était obligé d'atterrir quelque part dans un espace. Et réellement, je vous dis, l'avion n'a pas été abattu par un quelconque décéant. Donc le temps était mauvais, la piste n'avait pas pu être récupérée, c'est une panne un peu technique. Donc il fallait que le pilote atterrisse d'urgence et il a été en même temps récupéré par les forces spéciales de l'armée de l'air. Donc il y a eu pas mort d'hommes, on a perdu un aéronef et je pense que c'est une prouesse. C'est vrai que le temps était mauvais, mais vous voyez que tellement qu'il y a des urgences, et malgré le mauvais temps, nos pilotes sont prêts à donner leur vie pour sauver la patrie. Et je pense que c'est vrai, c'est une perte d'avion, mais la perte en vies humaines n'a pas été au rendez-vous dans ce crash d'avion. Le 12 septembre, il y a l'attaque complexe aux véhicules piégés de plusieurs terroristes à bord de véhicules et de motos dans la localité de Bourem. Donc, cette attaque aussi a fait l'objet d'un communiqué que nous avons fait. C'est vrai que la caserne de Bourem a été attaquée, mais la répression a été tellement vivace que lorsque nous, les femmes, nous avons perdu 10 morts, nous avons perdu 10 hommes, les terroristes, en ce que nous avons vu sur le terrain, ça c'était 46 terroristes neutralisés. Mais au-delà, en profondeur, il y a eu des frappes aériennes. Comme je le dis, tant qu'on n'a pas les données nettes, tant qu'on n'a pas mis la main sur des données fiables, nous ne communiquons pas. Mais à l'issue des frappes de l'armée de l'air, il y a environ une dizaine de véhicules qui ont été neutralisés. Comprenez que dans chaque véhicule, au moins, il peut y avoir 6 à 10 personnes. Parce que, sachant qu'il y a les avions qui sont là, ils se méfient un peu d'être nombreux dans les véhicules. Ça dépend. Il peut y avoir même des véhicules neutralisés, mais qui n'avaient pas à bord de combattants, sauf peut-être le chauffeur et le passager d'à côté. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont épilogué autour de cette question. Dans l'armée, dans le combat généralement, les véhicules ne sont pas pleins. Parce qu'avec les engins explosifs improvisés, alors si vous mettez 10 combattants dans un même véhicule et que le véhicule monte sur un engin explosif, vous perdez 10 combattants. Donc autant amoindrir l'effectif dans le véhicule au cas où il y a une explosion. Je pense qu'on peut sauver des vies au lieu de bourrer des véhicules avec des combattants. Donc, comme vous le voyez, il y a 20 pick-up détruits, y compris certains équipés d'armes lourdes. Le 13 septembre, les frappes aériennes sur les regroupements de véhicules et de motos aux environs de Ber. Vous savez, Ber, c'était un point stratégique pour ces groupes armés terroristes. Ber, c'était un enjeu. C'était un enjeu pourquoi? Ber, c'était l'épicentre des trafics de tout genre, que ce soit des trafics d'armes, des trafics de drogue, des trafics d'êtres humains. Ber était le point central des terroristes. C'est la prise de Ber, on peut dire, qui a été le déclencheur de toute cette escalade, disons. Et à maintes reprises, ils essayent de retourner à Ber
et à maintes reprises, ils sont mis KO. Et c'est ce qui fait qu'ils se reportent sur d'autres emprises pour porter des coups durs à l'armée malienne. Donc le 14 septembre 2023, 3 obus sont tombés dans la zone aéroportuaire de Tombouctou sans faire de dégâts. Ça c'était le 14. Le 21, il y en a eu encore. Avant le 14 septembre, au mois d'août, il y en a eu. Donc c'est ce qui fait que, parce que Ber a été occupé le 11 août, donc depuis le 11 août, donc on assiste à des tirs d'obus sur la ville de Tombouctou. Le 14 septembre également, les FAMA ont successivement repoussé 2 embuscades dans le secteur de Gossi. Donc bilan côté ami, 2 morts, 3 blessés. Côté ennemi, 12 terroristes neutralisés, 2 pick-up et des armes détruites. L'attaque de l'emprise de Léré, donc c'était le 17 septembre. Côté Ami, Fama, nous avons perdu 5 hommes, 20 blessés, 11 portés disparus. Côté terroriste, il y a 7 corps qui ont été retrouvés dans le camp, mais aussi il y a des frappes de répression qui ont été effectuées sur des véhicules occupés par des combattants. Donc il y a 8 véhicules occupés, détruits, dont certains équipés également d'armes lourdes. Le 21 septembre 2023, des tirs d'obus sur la ville de Tombouctou, comme je le disais tantôt, avec 5 morts et 25 blessés. Pratiquement de nos jours, il y a les blessés, beaucoup de blessés qui sont rentrés chez eux. Le 27 septembre, attaque terroriste d'envergure de l'emprise de Acharan, à environ 35 km de Tombouctou. Bilan, côté Ami, il y a 4 morts et 10 blessés. Et là encore, il y a eu des répressions avec des frappes aériennes sur des véhicules ennemis. Donc, comprenez que avec cette situation, que le mois de septembre a été un mois très mouvementé, il y a eu une recrudescence de la violence, il y a eu une recrudescence des attaques contre les positions FAMA, mais aussi contre les populations civiles. Malgré ces nombreuses attaques auxquelles sont confrontées les forces armées maliennes, nous continuerons à nous battre contre l'ennemi sur le terrain pour l'objectif de sécuriser non seulement les populations, mais aussi leurs biens, mais aussi assurer l'intégrité du territoire national. Les populations, bien que fortement éprouvées par ces temps-ci par l'escalade de la violence, ne doivent pas perdre de vue que nous sommes en guerre, et une guerre, c'est un enchaînement de combats. On gagne une bataille, on perd une autre, on perd des hommes, comme l'ennemi aussi perd des hommes, on fait des prisonniers comme l'ennemi fait des prisonniers, on fait des dégâts matériels comme c'est le cas également de l'ennemi. Mais l'objectif final, c'est d'affaiblir l'ennemi et de gagner la guerre. Il faut que le peuple malien comprenne aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière cette crise malienne. D'abord, il y a des partenaires qui ont joué aux pompiers, mais au préalable qui ont mis le feu et viennent jouer aux pompiers. Ça n'a pas marché. On les a remerciés. D'autres qui sont là, qui sont venus pour éteindre le feu. Je ne vais pas nommer de personnes, je ne vais pas nommer d'entités. Mais nous tous, nous comprenons qu'ils sont là pour mettre le feu en douce. Donc, il y a tous ces enjeux qui sont derrière tout ça. Et voyez un peu dans la sous-région,
Peut-être que vous avez des bribes d'informations par rapport à certaines situations qui n'est pas nécessaire qu'on les énumère ici, mais qui font que notre pays, malgré toutes les pressions qui sont en train d'être mises sur les autorités, sur les forces armées maliennes, sur la population malienne, je pense que nous tenons. Et il faut qu'on tienne. Et il faut qu'on se donne la main. Cette guerre, elle nous a été imposée. Et nous l'assumons. Nous nous assumerons. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle. Et il faut que cette population, il faut que les Maliens le comprennent. La guerre, ce n'est pas toujours des hauts. Une guerre, c'est des hauts et des bas, comme c'est le cas dans la vie courante. La vie n'est pas faite de hauts. Et il faut qu'on le comprenne. De la façon dont nous réfléchissons pour porter des coups à l'ennemi, de la même façon l'ennemi réfléchit pour nous poser des coups, pour nous donner des coups, pour nous mettre dans des situations difficiles. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas un groupe de terroristes. Nous sommes une armée professionnelle. Nous sommes une armée organisée. Nous sommes une armée consciente des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires. Exposer des prisonniers, faire des photos et mettre sur les réseaux sociaux, nous n'allons pas emboîter le pas à ces groupes terroristes. Parce que nous sommes cibles à autre chose. Et vous avez dû le constater à un moment donné que l'armée a été mise sur la sellette en disant que nous tuons des civils, nous faisons des morts indiscriminées et il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de ces organisations. Il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges de ces groupes armés terroristes. On veut nous pousser à aller vers une situation inconfortable. Et il faut que la population malienne le comprenne. Avec l'arsenal que nous avons, nous pouvons faire plus. Mais surtout, évitons les dégâts collatéraux. Évitons de toucher à la population civile. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a compris? C'est des terroristes qui vont s'imbriquer dans la population et nous donner des problèmes. Et une fois qu'on va toucher à un enfant, à une femme, c'est ce qui serait reporté sur la place publique pour accuser les femmes de non-professionnels, des femmes d'exaction, des femmes qui tuent leur propre population. Et je pense qu'aujourd'hui, vous qui êtes les relais des informations que nous voulons que le citoyen lambda reçoive, qu'on prenne garde, qu'on essaye de sensibiliser la population. Et il faut qu'on comprenne que dans la guerre, il y a toute une multitude de batailles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la population malienne est inquiète. Mais je demande à cette population de ne pas s'inquiéter. Et que cette population comprenne que le Mali se trouve aujourd'hui dans ce que je vais dire, dans une sorte de complot international, mais il faut qu'on ait le dos large, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on soutienne son armée, il faut qu'on soutienne les autorités qui sont là, et tout est passager. Aujourd'hui, il y a la crise, mais si on gère bien cette crise, demain nous allons bien respirer, demain nous allons avoir notre Mali comme on l'avait dans le temps. Demain nous aurons ce bien vivre. Demain nous aurons ce Mali où on se donne la main, où il n'y aura pas de stigmatisation entre Peul, Dogon, Bambara. Vous voyez toutes ces attaques au nord, que ce soit à Léré, à Acharan, que ce soit à Djoura. Des Bambara sont morts là-bas, des Touaregs sont morts là-bas.
Des Arabes sont morts là-bas, donc évitons la stigmatisation. C'est ce que l'ennemi cherche. Et c'est ce qu'on veut nous mettre dans je ne sais pas, le mot me manque, on veut nous mettre dans une situation délicate qui fait en sorte qu'il y aura de la stigmatisation. On va dire que c'est les Touaregs qui ont fait ceci, on va dire que c'est les Arabes qui ont fait ceci, on va dire que les Bambara ont fait ceci, cela, etc., etc. Évitons cette stigmatisation. C'est ce que cherche l'ennemi, c'est ce que veut l'ennemi. Donc, nous sommes des Maliens et qu'on puisse trouver la solution entre Maliens vaudrait mieux que de faire venir, parce que la seule situation que ces ennemis veulent aujourd'hui, c'est de créer le chaos au Mali et faire en sorte qu'on fasse recours à la communauté internationale, encore une fois de plus, pour régler la question malienne. Est-ce qu'elle serait réglée? Je pense qu'il faut faire attention. Alors c'est par ces mots que je vais boucler ma présentation en français.